n'importe quel produit ou service peut être offert sous la forme d'économie sociale. La grosse différence entre une entreprise d'économie sociale et une entreprise pour accumuler des profits, c'est que le but n'est pas le même. L'entreprise d'économie sociale, elle est là pour apporter une plus-value à la communauté. Okay? Il y a une mission sociale qui doit être remplie. Elle peut faire des surplus, c'est comme ça qu'on appelle les profits dans ces modèles-là. Mais l'idée avec les surplus, c'est qu'ils sont faits pour être réinvestis dans la mission. Des fois, la mission, c'est juste offrir des bonnes jobs aux gens qui font partie de l'organisation. Puis des fois, c'est d'aider le village où est-ce que tu es à avoir des services sociaux. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, on reprend les épisodes réguliers après un moment d'arrêt. En fait, on n'a pas publié d'épisode pendant un mois, mis à part un hors-série qui a l'air de rien comme ça, mais pour vrai, allez l'écouter. On a un super bon feedback, je pense qu'il est très apprécié. Puis on est content parce qu'on a mis énormément d'efforts là-dedans. En fait, ça parle de la crise des places en garderie puis de pourquoi ça nous regarde tous. Donc, le titre, c'est « Faudra-t-il bientôt choisir entre parentalité et carrière? » Pour vrai, allez écouter ça. Là, cette semaine, on reprend les épisodes réguliers puis on reprend ça vraiment en grand parce que je reçois Maurice Lefebvre et Olivier Fortier de GoPirate, que vous connaissez peut-être déjà, sont assez présents sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment un gros following. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'ils avancent des idées qui sont vraiment très fortes, auxquelles beaucoup de gens s'identifient. GoPirate, ce qu'ils veulent, c'est changer le monde du travail, ni plus ni moins, le rendre plus humain, plus équitable, plus accessible, qu'on traite mieux les employés, qu'on les rémunère mieux. Bref, toutes des choses qui sont vraiment importantes. Puis souvent, on dit qu'on est pour ça, mais on parle un peu à mots couverts, on n'est pas prêt à changer les choses. Ben eux, ils cherchent plein de façons de le faire, mais de le faire pour vrai. Donc, j'avais envie de les inviter puis de leur parler justement de cette approche qu'ils ont, qui est un peu comme rentre-dedans, où ils disent les choses, ils les nomment, ils veulent rebrasser, revoir les systèmes. Puis, dans le fond, ils ont été super généreux parce que c'est exactement de ça qu'on a parlé pendant 1 heure. Honnêtement, Rosalie puis moi, on voulait couper au début en se disant « Ah, c'est un épisode qui dure plus qu'1 heure, là, faudrait peut-être enlever un peu de stock. » Mais c'était tellement bon qu'on n'a rien coupé. Donc, on a gardé pas mal l'intégrale. Je vous invite à les découvrir, mais juste avant, je veux vous remercier. Merci à ceux qui partagent l'épisode. Colin, c'est le fun, le hors-série. Là, je sais pas, on a eu plusieurs partages. Ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast, mais aussi, ça nous montre que le contenu qu'on fait est pertinent, qui sert aux gens, puis que ça résonne. Donc, si jamais vous vous demandez comment vous pouvez nous aider, puis nous redonner une petite partie du temps là, qu'on met bénévolement dans le podcast, ben en partageant le podcast aux gens, c'est vraiment la meilleure façon de nous aider. Vous pouvez aussi nous donner évidemment des étoiles, des commentaires, venir nous parler. Tout ça nous fait énormément de plaisir. Sans plus tarder, on accueille Olivier Fortier et Maurice Lefebvre de GoPirate Canada. Allô les gars! Bonjour Sarah! Salut! Salut! Vous avez aussi des noms. On a Maurice Lefebvre et Olivier Fortier qui sont avec nous. Avant de présenter votre entreprise, je vais peut-être vous présenter rapidement avec vos phrases LinkedIn que je suis allée regarder parce que je trouve que c'est quand même parlant, ça donne le ton. Donc, Maurice, tu te décris comme un futuriste social. Puis dans ta phrase LinkedIn, t'accroches « trouble positif, futurisme social et piraterie ». Donc, ça donne le ton. C'est très, très moi, ça. Oui, je suis d'accord pour ce que je connais de toi. Puis Olivier Fortier, toi tu dis « Je cultive l'épanouissement des gens, pirate, instigateur de pagaille positive, podcasteur et conférencier. » Vous êtes aussi des coachs agiles tous les deux. On est des coachs. On a déjà été coach agile. Maintenant, on a une vision un peu plus large. On a d'autres combats que l'agilité. Mais ça fait encore partie de notre background, notre ADN. De votre bagage, c'est ça. Puis justement, je vais vouloir qu'on en parle un peu de ça, là, le côté intervention en organisation versus, je dirais, action sociale, là, parce que GoPirate, c'est beaucoup ça. D'ailleurs, vous êtes devenu un OBNL cette année. Ça fait combien de temps que vous êtes OBNL?
depuis septembre. Donc, depuis septembre, vous êtes un OBNL. Ça n'a pas toujours été nécessairement le cas. Puis j'aimerais ça pour mettre la table qu'on raconte l'histoire de GoPirate. Tu sais, pourquoi GoPirate a émergé. Puis je lancerais peut-être la parole pour commencer à Maurice, parce que j'ai vu que tu avais déjà eu une initiative qui s'appelait The Pirate Haven, ou je sais pas comment tu le prononces, en 2018-2019. C'était le Havre pirate en français. OK. Oui, c'est un projet. En fait, Olivier était déjà dans le décor à ce moment-là. Et c'est le précurseur de GoPirate. Les deux projets étaient pas liés, mais on est très, très bon pour recycler les bonnes idées. Donc, ce qu'on voulait faire avec le Havre Pirate, c'était accompagner des entrepreneurs à penser différemment puis à opérer différemment. On voit, tu sais, bon, je suis un futuriste social, fait que je regarde où sont les tendances, qu'est-ce qui est en train d'émerger. On va de plus en plus vers une période d'incertitude constante. Ça va être un nouveau normal, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Mm-hmm. Fait que ça demande un autre genre de skill set. Ce que j'étais en train d'essayer de rentrer dans des entreprises avec des fois plus ou moins de succès, parce que bon, c'est pas parce que c'est un client qui nous paye qui est nécessairement prêt à écouter tout ce qu'on dit. Ils ont souvent d'autres agendas derrière. Fait que je me suis dit, avec le Havre Pirate, on peut s'attaquer aux nouveaux entrepreneurs puis leur permettre de partir du bon pied puis d'être déjà adaptés, ce qui va leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel dans les années qui s'en viennent. Ça n'a pas marché à ce moment-là parce que la plupart des entrepreneurs à qui on a parlé étaient déjà, je dirais, trop avancés sur le chemin, puis leur idée sur qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat était déjà bien faite. Donc, à cause de ça, j'ai compris que les idées qu'il y avait derrière étaient bonnes, les choses qu'on voulait enseigner étaient bonnes, c'était pas le bon public. Fait qu'on a mis ça sur la tablette, puis on a ressorti ça récemment. OK. Olivier, toi, c'est un peu la même vision que tu as, de dire, c'était pas nécessairement le bon persona, mais les idées... Tu vois, le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde natif de Maurice. Hein? Lui, il est un entrepreneur en série. Fait que c'était un projet qui était cher à lui. Puis moi, honnête, j'ai embarqué parce que, je veux dire, on a du fun ensemble, là, on tripe. Mais Havre Pirate n'a pas fonctionné. Puis c'était pas une grosse défaite, parce que c'était essentiellement un prototype qu'on faisait, Maurice. Comme la plupart des choses qu'on fait, on commence par prototype, puis après ça, on voit si ça bouge un peu. Puis si ça bouge, on continue. Puis si ça bouge pas, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas à ce moment-ci. Puis là, on regarde, est-ce que ça vaut la peine d'essayer autre chose avec la même chose ou on part dans une autre direction, puis on met ça sur une tablette pour le moment où on va comprendre où ce morceau du casse-tête-là rentre dans ce qu'on essaie de faire. Puis justement, les idées en arrière de ça, là, vous dites les idées étaient bonnes, là, on a fait un prototype, mais c'est quoi, dans le fond, les vases communicants? Pourquoi vous avez parti ça? C'est quoi votre mission de vie, disons, d'entrepreneur? Oh, il y en a... C'est long et complexe. On peut mettre ça simple sur la mission qu'on a avec GoPirate. Non, en fait, non. Je vais commencer avec ma mission parce qu'on va bien l'avouer, j'ai fait bien du ravage là-dedans. Ma mission, c'est qu'en tant que société, on soit prêt pour ce qui s'en vient. Oui. Okay? Présentement, on n'est pas équipé pour. Les organisations, les entreprises ne sont pas équipées pour. Ceux qui vont payer le prix de tout ça, c'est les employés. Les gens qui vont perdre leur job, soit qui vont être remplacés par de l'automatisation sans avoir aucun filet social autour parce qu'en tant que société, on n'est pas organisé pour. Mm-hmm. Ou soit juste qui vont être simplement remplacés par une génération plus jeune qui, eux, vont avoir déjà eu les bons réflexes et puis appris les bonnes choses. Ça veut dire que pour une société, tu vas te retrouver avec un tas de monde dans un espace de temps relativement court, qui ont simplement pas les approches ou les compétences pour travailler encore. Souvent parce que leur domaine entier de travail est automatisé ou n'existe plus. Mm-hmm. Puis là, on ne parle pas dans 50 ans, là. On parle dans 5-10 ans. Là. Ça arrive vite. Oui, c'est ça. Puis pas juste des jobs d'usine, là, des métiers complets qui vont être... Vous parlez de l'intelligence artificielle, de la robotisation des usines, de tout ça qui s'en vient. OK. Et ça, c'est une des choses. Il y en a d'autres. Mais tu sais, pour te dire, moi, mon travail, c'est de voir ça arriver puis de me demander en tant que société, est-ce qu'on est prêt? Puis si on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on peut faire? Présentement, on n'est pas prêt à ça. Oui, on a des systèmes pour supporter les gens qui perdent leur emploi, mais le système n'est pas fait pour supporter un 25-30 % de taux de chômage, là.
Fait qu'il faut dès maintenant commencer à se positionner. Comment faire pour que ces gens-là qui sont dans des positions qui sont plus à risque, même s'ils ne s'en doutent pas, parce que souvent, ce sont des jobs qui sont présentement ultra stables. OK? Mais tout est super stable jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fond, hein? Puis là, tu tombes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maintenant, non seulement leur faire comprendre que leur avenir va changer, fait qu'il faut qu'ils puissent s'adapter, mais qu'est-ce qu'on leur enseigne, puis où est-ce qu'on les emmène pour qu'ils puissent continuer à faire du sens dans le modèle économique dans lequel on s'en va. Puis même chose pour les entreprises. Tu sais, les plus grosses entreprises, ceux qui ont assez d'argent, quand ils vont sentir la douleur du changement suffisamment grand, ils vont résister, puis jusqu'à un point, ça va devenir suffisamment grand qu'ils vont se transformer comme ça, au coût de grande quantité de personnes. Fait que, comment est-ce qu'on peut faire pour déjà travailler avec ceux qui sont un peu plus allumés, puis les aider à se transformer maintenant pour, en fait, être dans les early adopters de ces nouvelles approches du AI, ils ont de nouvelles automatisations, sans nécessairement que ça leur coûte quelque chose en employés. C'est-à-dire, les employés, les gens qui ont l'expertise de la business puis de l'entreprise, comment on fait pour les faire évoluer dans d'autres rôles? Là, ils vont pouvoir continuer à être pertinents. Donc, ça a été ma mission de vie pendant longtemps. Puis maintenant, elle a un petit peu changé avec GoPirate. Mm-hmm. On va en parler avec GoPirate tantôt. Bien, Olivier, justement, en tant que... Là, j'ai vu que tu étais humain en chef et directeur général de GoPirate. Veux-tu nous parler justement de la mission de GoPirate? Là, précisément, Maurice dit que ça l'a un peu... ça s'est raffiné. Comment tu la décrirais, toi? Avant d'en venir à la mission, je pense j'ai envie de t'expliquer comment GoPirate est parti puis pourquoi. Puis tu vas voir que la mission va être plus claire. C'est que tu sais, avant, Maurice et moi, on avait une autre compagnie avec un autre partenaire. Mm-hmm. Puis on faisait ce qu'on a fait tout le temps en fait. Hein? On faisait de la consultation, on allait voir chez des clients. Puis on trouvait ça dur de changer les choses de l'intérieur. C'était pas facile. D'abord, il faut que les clients veulent. Il faut que ça ne coûte pas cher. Puis si possible, moins cher que ce que tu charges. Puis il faudrait que ça n'ait pas d'impact aussi. Tu sais, c'est pas facile d'apporter du changement, d'être un agent de changement dans un environnement comme ça. Puis en plus, on commençait à être impatient avec ça. Puis on s'est dit, bon, OK, on va arrêter ça, là. Soyons honnêtes, c'est payant, là, mais c'est pas ça qu'on veut faire dans la vie. Fait que quand on est parti GoPirate, on s'est dit, là, on n'a plus le choix. Ça s'appelle GoPirate. Difficile de se cacher, là. OK? Fait que ça veut dire que, essentiellement, l'idée nous est venue ensuite à un vidéo qu'on nous a envoyé, puis un livre qui était rattaché à ça, d'un Anglais qui a écrit Be More Pirate, où ce qui raconte l'histoire des pirates de Nassau dans les Bahamas. Essentiellement, qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, pour se rebeller de la manière qu'ils n'aimaient pas que c'était géré, hein, la monarchie à l'époque, ils m'ont dit, tu sais quoi, on va faire nos propres règles, puis on va vivre comme on veut, puis on va être libre. Puis ils ont réussi. Pendant pas longtemps. Hein? 5 ans, Maurice? 5 ans à peu près. 5 ans. Ils ont fait des ravages pendant 5 ans. Oui, c'est ça. Ils ont fait des ravages, puis des ravages sociaux aussi. OK? Imagine-toi, là, 300 ans, c'est pas des affaires qui se parlaient de nulle part, là. C'était du proto de tout. OK? On parlait d'équité salariale, pas juste homme-femme, OK? D'équité salariale avec le patron puis les employés. OK? On parlait des assurances pour les personnes. À l'époque, c'était surtout des assurances pour les navires puis leur cargaison. Ils commençaient à avoir des assurances pour les personnes. C'est les pirates qui ont commencé ça. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Élire son capitaine démocratiquement, des choses qu'on ne retrouve pas en entreprise aujourd'hui. Un navire pirate, c'est la seule vraie démocratie directe qui a existé jusqu'à ce point-là dans l'histoire. Puis depuis ce temps-là, les seules places où on voit encore de la démocratie directe, c'est dans les plus petites coops. Autrement, ça n'existe pas. On élit des représentants qui, essentiellement, vont faire pas mal ce qu'ils le veulent, un coup élu. Et pour les pirates, c'était un homme, un vote, tout le temps. Un homme. Une personne, un vote. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait comme des comptes à rendre à la gang de pirates? Étaient-tu comme un peu mesurés sur leur rôle de gestion? Les capitaines? Oui, les capitaines. Oh oui. Les capitaines, c'était simple. S'ils n'apportaient pas l'équipage à prospérité, ils élisaient un autre capitaine. Fait que c'était 100% basé sur les résultats, ce qu'on ne voit plus, pas beaucoup non plus en entreprise aujourd'hui. Et les résultats, puis il ne faut pas oublier le capitaine. On imagine souvent un capitaine comme le seul maître à bord, pas dans un navire pirate. C'est le seul cas où ce n'était pas le cas. Le capitaine, il est là pour faire 2 jobs.
La première, c'est trouver des pistes pour attaquer d'autres navires, pour de la prospérité de façon générale. Puis la deuxième, mener l'équipage en combat. Ce sont les deux choses qu'il y a à faire. Toutes les autres décisions sont prises par l'équipage au complet. Les gens se consultent, ils votent. Ouais. L'idée derrière tout ça, c'est, OK, on avait tout le concept derrière. C'est toutes des choses en quoi on croyait et qu'on connaissait. Maurice est historien. Moi, je tripe sur l'histoire aussi. Mais on se disait, il nous manque un accroche, quelque chose qui va faire que le monde va comprendre, puis une métaphore en arrière. Puis c'est là que Go Pirate a commencé à exister dans la forme où ce qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, regardez, les pirates, ils visaient un marketing global bien avant Coca-Cola. OK? Quand tu voyais comment tu l'appelles ça? Le pavillon noir. Jolly Roger, hein, le drapeau là, avec le squelette et les deux épées croisées, tu savais qu'est-ce que ça voulait dire. OK? Puis, on s'entend, il y avait beaucoup de travail de marketing de la part des pirates. C'était dangereux de perdre des collègues, fait que c'était dangereux de se battre. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Tu peux pas aller chercher... Et un bateau, ça coûte cher à réparer. C'est ça. Les bateaux, ça coûte cher à réparer, puis si t'es recherché partout dans tous les ports, c'est difficile. Fait que tu peux pas embaucher sur LinkedIn là, dans ce temps-là. Fait que l'idée, c'est le moins on se bat, le plus les gens ont peur, le mieux on va se porter. Puis on commençait à faire du storytelling, là, à raconter. Il y avait un réseau d'informateurs qui distribuaient de l'information dans les journaux qui criaient ça. Fait que la légende, elle s'est créée là. Barbe Noire, Maurice, tu confirmeras, à moins que je dise une niaiserie, là. Les historiens s'entendent qu'il n'a probablement jamais tué personne avant le combat où même est mort. Je veux dire, le temps qu'il a été pirate. Parce le temps qu'il a été pirate avant ça. Mais oui, là, durant sa période de pirate, c'était un des premiers à utiliser le marketing et puis la peur. Donc, c'est lui qui avait la réputation que si jamais tu résistes au navire de Barbe Noire, tu allais être coulé. Mm-hmm. Pas de pitié pour personne, tout le monde massacré, le navire coulé. Fait que les gens préféraient juste se rendre. De toute façon, la cargaison était assurée. Fait que lui, il n'y avait pas de bataille à faire, ramassait tout, puis laissait les gens partir. Fait que la réputation, elle se renforçait. Si tu te rends, t'es safe. Donc, les gens préféraient se rendre. C'est fort. Essentiellement, ce qu'ils ont fait, ils ont weaponisé leur marketing. J'adore ça. Et nous, l'idée de s'appeler Go Pirate, c'était aussi de weaponiser notre marketing. OK? Il n'y avait pas beaucoup. Comme je te disais tantôt, c'est difficile de se cacher quand tu t'appelles Go Pirate. Difficile de faire semblant que tu es comme les autres. Ouais, puis vous l'assumez à fond. Là. Vous habillez en pirate, vous avez les deux barbes, vous êtes parlé fort, ouais. Be the brand. C'est ça. Live the brand. Puis essentiellement, on sait que notre message, il choque, comme celui des pirates. C'est pas tout le monde qui l'aime. C'est correct. Tu sais, j'allais te dire, je sais que tu te poses la question parce que tu me l'as dit avant. Là. Ouais, non, mais tu vas-y. Il y en a qui se demandent, oui, mais Olivier, là, si tu es un pirate et que tu dis tout haut ce que tu penses, ce qu'on fait, hein, c'est clair, sur LinkedIn, nos opinions ne sont pas très, très grises. C'est assez clair ce qu'on dit, puis ce qu'on pense, puis ce qu'on fait. Comment tu vas te chercher des clients? L'idée, c'est notre manière de ne pas aller chercher les clients qu'on avait avant. C'est bien plus simple pour nous autres. Les gens qui viennent nous voir, qui viennent à nous chercher, c'est parce qu'ils achètent ce qu'on vend. Ils achètent qui on est, ils achètent de l'attitude, puis c'est ça qu'ils veulent dans leur organisation. Ils veulent que vous veniez brasser les affaires vraiment avec des équipes peut-être qui ont stagné ou qui ne se sont pas réinventées. Puis c'est comme, venez, vous allez vraiment brasser les choses. C'est un peu ça? Exact. Puis la première chose qu'on leur dit quand on arrive là, c'est à partir de maintenant, là, si vous nous laissez faire nos ravages ici, vous n'aurez plus le contrôle sur vos gens. Là. On va en faire des pirates. Là. Vous ne pourrez pas les encadrer puis les mener exactement comme vous voulez. Vous allez devoir agir comme des capitaines. Montrer c'est quoi l'objectif, dans quelle direction on veut aller, puis après ça, leur dire de quoi vous avez besoin pour nous rendre là. Puis vous laissez vos fous après ça vous rendre où est-ce qu'il faut aller. S'il s'agit juste de créer les bons boundaries en français. Les bonnes limites ou les bons cadres. Il faut juste créer le bon cadre, puis à l'intérieur de ce cadre-là, les pirates vont être autonomes, vont s'auto-organiser, puis vont vous mener où est-ce que vous avez besoin d'aller, avec le maximum de leurs compétences, de leur expertise, de leur expérience.
Tu sais, dans ce que vous dites, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit de manière beaucoup plus soft, puis qu'on répète, puis tu sais, qui changent pas toujours comme ça. Là, le besoin d'avoir tu sais, les fameuses soft skills, là, qui dans le fond, comme on dit, c'est comme en train de devenir les compétences les plus importantes, là, quasiment, là, tu sais, de pouvoir se réinventer, de s'assumer, d'écouter les gens, bon, bref. Tu sais, on en parle beaucoup de devoir mettre de l'agilité dans les organisations, pouvoir se transformer, traiter les gens en adultes, arrêter de vouloir encadrer. On en parle, mais tu sais, des fois, le message, il est comme dur à passer. Vous, c'est un peu ça quand vous disiez tantôt, ben des fois, on était tannés puis on se fâchait un peu, là. Est-ce que c'est parce que vous étiez tannés de devoir le passer par des messages politiques, puis... On voit que tous ces messages-là sont repris en entreprise et puis répétés, puis là, tout le monde se sent bien, est heureux, puis ça ne change pas. Puis nous, on voyait les employés toujours souffrir de plus en plus à cause de ça. Non seulement la situation était difficile avant, mais maintenant, comme l'entreprise prend les bons mots, prend les bonnes grandes visions de comment il faut qu'on soit, puis met ça sur le dos des employés, tu sais, bien maintenant, on va être engagé. Fait que l'engagement est mandatory. Donc, l'engagement... obligatoire, oui. Donc, maintenant, on va être engagé. L'engagement est obligatoire ici. Le bonheur au travail est obligatoire ici. Fait que maintenant, en plus de tout ce qui se passait déjà avant, on n'a rien corrigé, puis on vous rajoute ça sur votre dos. Puis ça nous a indignés sauvagement. Ouais. La raison pour laquelle on répète la même chose que ce que les autres répètent, mais différemment, c'est parce que quand on le dit gentiment, les deux réactions sont « Ah oui, c'est le fun, hein? » Puis « Ah, que ça serait le fun si ça pouvait arriver ici, mais soyons réalistes, c'est pas le cas. » Quand nous autres, on le parle, puis les gens qui nous suivent, ils choquent, ils s'indignent du fait que c'est pas comme ça. À ce moment-là, ils agissent en conséquence. Ils vont se donner des permissions qu'ils ne se donnaient pas avant. Ils vont pousser pour que ça change pour vrai. Ils vont prendre action. Puis c'est ça qui arrive. On a tendance à dire c'est le patron qui va décider ou c'est les gens de HR qui vont faire la transformation. Moi, je suis juste là pour attendre. Mm-hmm. Mais à partir du moment où tout le monde veut que cette transformation-là arrive puis prenne action, c'est là qu'elle arrive pour vrai. Pour ça, il faut les brasser à la cage un peu. Puis concrètement, mettons, tu sais, quand vous rentrez là, dans une équipe de travail puis vous voulez que les choses changent, c'est quoi que vous attaquez en premier? Tu sais, les sujets que vous avez ou les outils. Là, je sais que vous avez une boussole. Non. C'est pas à propos de nous, c'est à propos d'eux. Fait que la première chose qu'on fait, c'est une session de chialage. On fait ressortir tout ce qui les dérange. Parce que, comme je le répète, on est des sales consultants. OK? Il ne faut pas qu'ils nous fassent confiance. Là. On arrive là avec notre affaire, on est prêt à le vomir dans la bouche puis repartir après avec les poches pleines. Fait que faites-nous pas confiance. Là, premièrement, dites-nous tout ce qui vous déplaît. Puis après ça, on va vous prouver qu'on est là pour vous aider, puis on va régler ça en premier. Un coup que votre vie va être meilleure, puis ce que vous savez qui a besoin d'être changé va être changé, puis vous avez vu qu'on va aller se battre pour vous autres, à ce moment-là, vous allez nous faire confiance. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. C'est pas à propos de nous autres. Intéressant. Puis qu'est-ce qui ressort, mettons, je comprends que ça doit être différent d'une équipe à l'autre, mais tu sais, il y a toutes des affaires que tu dis, ça, là, c'est vraiment un problème dans les organisations, puis on s'en sort pas. Oh oui. Allez-y donc. Écoute, le gaspillage de talent, c'est ça qui dérange le plus. Le manque d'information, puis le manque d'influence sur l'organisation. C'est-à-dire que la plupart du temps, les employés vont se faire dire quoi faire sans explication, puis quand ils en demandent, ils se font dire « parce que je suis ton boss, puis je te l'ai dit ». J'exagère un peu, mais pas tant que ça. C'est le malaise principal qu'on voit partout, c'est ça. On ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, on ne trouve pas nécessairement qu'il y a de la valeur à ça, puis il faut qu'on devine la moitié des choses. Ouais, mais c'est un manque total de discours par rapport à la valeur du travail. Ouais. C'est le cœur de tout ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, regarde, Sarah, on travaille, on est payé tout le monde à l'heure en ce moment. Okay? On peut en faire des affaires en 40 heures qui n'ont aucune valeur et qui ne prennent pas d'énergie. Là. Tu comprends-tu? Oui, effectivement. On va être quand même payé pour 40 heures. Si on était payé pour la valeur de ce qu'on faisait, nos horaires seraient pas mal différents. Puis aussi, notre satisfaction par rapport à ce qu'on produit serait vraiment différent aussi. Puis on s'entend, la valeur ne veut pas dire la productivité qui est essentiellement le nombre de tâches que tu es capable de cracher. Une tâche qui n'a pas de valeur, ça ne compte pas. Là. Donc, ce qu'on enseigne aux gens le plus possible, c'est quand vous recevez une demande, demandez pourquoi. Essayez de comprendre la raison derrière. Parce que la moitié du temps, ce qui va être demandé
et pas ce qui est nécessaire. On ne demande pas les bonnes choses parce qu'on ne comprend pas ce qu'on demande. Donc, essayez de comprendre c'est quoi le besoin derrière. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est celui du site Web. Si moi, en tant que gestionnaire, je te demande, refais-moi mon site Web, bien, tu vas changer les couleurs, changer la dynamique, changer le UX. Mais là, moi, je ne serais pas content. Parce que mon besoin n'était pas ça. Mon besoin était que je voulais que mon site Web convertisse 30 % de plus. Là, c'est plus la même discussion, là. Fait que si je commence en disant ça, la valeur que je veux atteindre, c'est augmenter mon taux de conversion de 30 %. Je pense que le site Web, c'est ça qu'il faut qu'on change pour. Puis là, l'équipe s'en va, analyse un peu, revient, puis dit on a regardé ça, puis ton site Web, il est bien correct. Ton problème, c'est ton marketing pour amener les gens dans ton funnel de vente. OK? Donc, en comprenant la valeur du travail, les solutions qu'on va avoir vont être appropriées. Pas juste faire ce qu'on s'est fait demander. Puis d'ailleurs, j'ai comme un peu l'impression que ça fait quand même un bout, comme je disais, que je vous suis, puis j'ai l'impression que de plus en plus, vous adressez aux employés directement, aux individus. Vous faites oui de la tête, les deux, là. Voulez-vous m'en parler un peu? Ben oui. Vas-y, Olivier. C'est pas innocent, puis je me rends compte aussi que j'ai pas répondu à ta question plus tôt, c'est quoi notre mission? Fait que je vais le faire là. OK, notre mission première, c'est multiplier les options pour les gens. Spécialement les travailleurs, mais pas juste au travail. OK? Quelqu'un qui n'a pas d'option, qu'est-ce qu'il fait au travail? Hein? Il va à reculons, il se dit « j'ai pas le choix, c'est la seule chose que je peux faire ». Puis des fois, ils n'ont même pas l'option d'essayer de changer pour whatever le contexte, que ce soit géographique ou éducatif. Ou les prisons de verre, là, des fois. Là. Ça, tu peux juste pas changer de job. Tu peux pas bouger dans ton propre travail. Tu peux avoir de promotion. Le seul choix que tu as, c'est de te fermer la trappe et d'aller travailler. Puis nous, ça nous répulse, ces conditions-là. Fait qu'on veut que ces gens-là aient des options. Pas juste l'option d'aller travailler à la compagnie à côté. L'option de pouvoir progresser dans sa propre compagnie en faisant toutes sortes de choses. Là, on en parlera plus tard. Fait que multiplier les options pour les gens, puis on veut multiplier ou décupler le spotlight qui sont sur les entreprises progressistes. On veut que les gens les connaissent, on veut qu'il y en ait plus, on veut que les gens fassent « c'est ça que je veux, sont où? » Puis que les entrepreneurs fassent « moi aussi, c'est ça que je veux faire. » Oui, puis il y a des modèles, puis qui voient que ça peut se faire. Puis une entreprise progressiste, juste pour la définir pour les gens, est-ce que vous voyez ça comme dans le modèle de gestion, disons plus des gestions comme des holocraties? Est-ce que c'est dans la répartition des revenus avec les employés? Est-ce que c'est un peu tout ça? Dans un paquet de choses, OK? C'est pas un modèle préfet, prédéfini, c'est plus une série de tendances. Je ne sais pas si tu connais le groupe Corporate Rebels. Oui, un peu, oui. Je les suis sur LinkedIn. Ben, dans le livre, ils ont publié un livre fort intéressant. Ils alignent 8 tendances des entreprises progressistes. Nous autres, on a rajouté une 9e pour rentrer la notion de valeur qu'eux n'avaient pas accrochée. Mais l'idée est là, c'est tu n'as pas besoin d'être un modèle particulier, mais si ton entreprise est plus transparente, ben tu t'en vas vers le progressisme. Si c'est une entreprise qui est plus décentralisée, tu t'en vas vers le progressisme. Si les gens ont plus d'autonomie à prendre leurs propres décisions, ça aussi, ça va vers le progressisme. Donc, il y a un paquet de facteurs, puis c'est normal, les entreprises se retrouvent partout dans ce range-là. Donc, il y en a qui ne sont absolument pas progressistes, il y en a qui le sont de façon pratiquement impossible pour la majeure partie des entreprises. La plupart sont en quelque part au milieu. On essaie d'aller chercher ceux qui sont au milieu, plus vers la tendance progressiste, pour les aider à continuer à évoluer, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile, puis ce n'est pas comme une transformation que tu fais du jour au lendemain. C'est un chemin continu qui va te demander de devoir te réinventer puis te réajuster constamment, pas jusqu'à temps que ce soit fait, constamment. La transformation, c'est le nouveau normal, fait que habitue-toi avec ça, ça ne sera jamais fini. Puis c'est correct aussi parce que tu ne veux pas que ce soit fini. Tu veux continuer à voir jusqu'où on est capable de pousser ça. Qu'est-ce qu'on est capable de faire mieux? Est-ce qu'on est capable de tirer une coupe d'avantages de plus pour l'organisation puis pour les gens dans l'organisation, en même temps que pour la société, parce qu'il faut avoir cette conscience-là aussi? Ou est-ce qu'on veut être des vampires?
la manière que Maurice l'exprime, c'est est-ce qu'on veut concentrer le maximum de valeur dans le moins de main possible en extrayant la valeur de tout le monde et partout? Ouais. Ça, c'est plus le côté traditionnel. Qui est le modèle économique qu'on a présentement, là, c'est ça. La plupart des entreprises, ce sont des entreprises qui servent à maximiser les profits dans les mains de moins de personnes possible. En quelque part, cette approche prédatrice-là à l'économie est une des principales causes des problèmes qu'on vit présentement. Puis ici, au Québec, au Canada, on est encore chanceux. Regardez du côté des Américains, vous allez voir que c'est pas drôle là-bas présentement. Non, c'est sûr que les conditions sociales sont moins... le filet social il est moins bon, mais au-delà de ça, même l'écart entre le salaire le plus payé et le moins payé dans l'organisation est beaucoup plus élevé. Puis il y a comme pas vraiment de sécurité d'emploi tant que ça aux États-Unis. Fait que ouais, c'est un autre... La sécurité d'emploi ici n'est pas nécessairement plus grande quand tu n'es pas syndiqué. C'est juste que tu as l'illusion qu'elle l'est. Mm-hmm. Fair point. J'ai connu des gens se faire mettre dehors, des départementiers se faire mettre dehors pour être sûr que le prochain quart la courbe qui va dans la bonne direction. Fait qu'il faut couper les dépenses, fait qu'on met tout le monde dehors, puis on va les rembaucher au prochain quarter. Après les fêtes, on va les rembaucher. J'ai vu ça, là. Ouais. Ben, on l'a vu pendant la COVID, hein? Ça n'a pas été long que tous ceux qui étaient sacrifiables ont été. Ouais. Au Québec aussi. Effectivement. Puis il y a une partie des fois, tu te dis, il y a des entreprises qui n'ont peut-être pas le choix pour survivre, mais des fois, c'est vrai que on aurait peut-être pu avoir le choix, puis on a coupé pour pas trop saigner du côté des profits, là. Il faut se donner le choix. Hein? Il y a eu des entreprises qui ont apporté le problème à leurs employés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour certains, on dit on va commencer à travailler à mi-temps ou moi, je peux partir, je vais me prendre 2 mois sabbatique depuis un bout, ben, je vais le faire maintenant. Donc, tu sais, à partir du moment où tu as une conversation, peu importe ce qui va arriver, c'est déjà plus positif que juste d'avoir quelqu'un qui prend une décision unilatérale pour tout le monde. Toi, je te garde, vous autres, goodbye. Puis je veux revenir sur ce qu'on disait sur le fait de choisir de s'adresser directement aux employés. Tu sais, j'ai l'impression pour mettre le pouvoir un peu dans leurs mains, puis leur donner des outils, puis les former. Puis juste avant de vous redonner la parole, tu sais, dans le fond, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je sais pas si vous savez ça, mais j'avais commencé une maîtrise en innovation sociale que j'ai dû arrêter. Puis une des grandes questions qu'on se posait, c'était pour faire de l'innovation sociale puis du changement, par où est-ce qu'il faut que tu passes? Est-ce qu'il faut que ce soit les gouvernements qui changent des lois, donc le cadre change? Est-ce que c'est les entreprises parce qu'ils ont le pouvoir économique, ou est-ce qu'il faut que ça soit tu sais, le peuple qui se soulève là finalement, puis qu'il n'y a pas d'autre manière de changer ça? Puis j'avais le goût de vous entendre là-dessus sur vos perspectives à vous. Je vois Maurice qui a un gros sourire. Je te laisse parler. Le gouvernement ne peut pas le faire. La raison pour laquelle il ne peut pas le faire, c'est parce qu'il est responsable de combien de millions puis de milliards de personnes. Puis, en même temps, il est guidé par les groupes d'intérêts puissants qui sont en charge de l'économie. Puis l'économie, tu le sais, l'économie, ça passe avant tout, là. Mm-hmm. Le lobbying, puis tout ça, ouais. C'est ça. Les entreprises, ben écoute, quand tu as fondé ton entreprise sur un modèle super simple, hein, on extrait le maximum de valeur partout, puis on les met dans mes poches, bien, quand c'est ça, c'est quoi mon intérêt à moi de changer le modèle? Et c'est triste pour le reste de l'humanité, là, mais je vais être mort éventuellement, mais je vais être riche pendant que je vais être vivant. C'est-à-dire, quand tu es rendu que tu peux te payer multiples yachts et puis que tu fais des compétitions à qui se rend sur Mars en premier juste pour compétitionner contre un autre dude super riche, ben, à un moment donné, on a des problèmes ici qu'il faut qu'on règle en premier. Mm-hmm. On n'est pas près de ça. Là. Donc, la solution, puis un mouvement de population. Population, elle se soulève, on colle tout le monde sur le bord du mur, puis on les tire direct là. On se retrouve avec quoi après? Bien, ceux qui sont plus influents vont prendre la place des autres avant, puis le même modèle va se perpétuer. C'est ça qu'on a vu dans toutes les révolutions, toute la gang, ou un modèle fort similaire. Là. Le fait est, peu de personnes en charge, une oligarchie, qui va se remplir les poches. C'est comme ça tout le temps. Ce qu'on a besoin, c'est tricher. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Notre gros projet là, pour l'automne, là, ça paraît bien, c'est super simple, on va en parler tantôt. On s'adresse à donner plus d'options puis plus de chances à partir des stagiaires, mais on a une intention derrière ça, puis c'est de pervertir le système avant que le système s'en aperçoive. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on croit fortement que le modèle d'économie sociale
et notre façon pour réussir à s'en sortir. Mais quand tu parles d'économie sociale, ben toi, tu as eu une formation là-dedans. La plupart des gens, tu parles d'économie sociale, ils vont penser à quoi? Des charités, des OBNL aux dépens du gouvernement ou qui sont ou qui ramassent des dons épouvantables riches. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus que ça, là. N'importe quel produit ou service peut être offert sous la forme d'économie sociale. La grosse différence entre une entreprise d'économie sociale et une entreprise pour accumuler des profits, c'est que le but n'est pas le même. L'entreprise d'économie sociale, elle est là pour apporter une plus-value à la communauté. Okay? Il y a une mission sociale qui doit être remplie. Elle peut faire des surplus, c'est comme ça qu'on appelle les profits dans ces modèles-là. Mais l'idée avec les surplus, c'est qu'ils sont faits pour être réinvestis dans la mission. Des fois, la mission, c'est juste offrir des bonnes jobs aux gens qui font partie de l'organisation. Puis des fois, ben, c'est d'aider le village où est-ce que tu es à avoir des services sociaux. Okay? Puis ça peut très bien être ça pourrait être ton épicerie qui est en modèle social, qui a comme mission de créer une vie sociale riche dans ta communauté. Mais il y en a d'ailleurs des épiceries qui sont des entreprises d'économie sociale qui luttent pour justement des produits plus écolos puis qui redonnent à la communauté. Dans le fond, c'est l'idée d'être dans un système puis de ne pas faire passer l'argent puis les profits en premier au détriment des humains. Exact. Puis de ton écosystème, là. C'est un peu ça que tu dis, oui. Mais ceux qui sont dedans, dans ce modèle-là, le connaissent très bien, puis ils se demandent toute la même question. Pourquoi on n'est pas plus supporté par la communauté at large? Pour une raison super simple. 1, personne ne sait qui vous êtes. Puis 2, tout le monde s'en fout. Fait que ce que nous, on est en train de faire, c'est de s'arranger pour que tout le monde sache chez qui, puis que les gens puissent plus s'en foutre. OK? On veut créer une nouvelle génération de travailleurs et d'entrepreneurs qui vont voir l'économie sociale comme la place où être, qui vont avoir compris puis avoir vu à quel point, souvent il suffit juste de regarder dans les yeux de nos parents puis de nos collègues partout, puis des voir à moitié morts là, parce que leur job n'a pas d'âme, parce que leur rôle, c'est essentiellement d'extraire de la valeur des gens pour les mettre dans la poche de leur propre patron. Puis regarde ce qu'il y a dans les yeux de quelqu'un qui est passionné, qui est en économie sociale, qui voit l'impact positif qu'il y a sur les gens. C'est plus à propos de l'argent, même si c'est nécessaire aussi. C'est plus à propos de quoi que ce soit d'autre. C'est à propos de la mission, c'est à propos d'avoir cet impact-là. Il sait qu'il est une force positive pour le changement dans le monde. Quand tu y as goûté, tu ne peux plus revenir en arrière. Ah, c'est une drogue. Ben, d'ailleurs, Olivier, je pense que tu es un peu passé par là juste avant de joindre Maurice. Tu veux-tu en parler un peu de cette illumination que tu as eue? Écoute, c'est un heureux hasard qui a fait que j'ai rencontré Maurice quand j'étais dans le plus profond du baril. OK? Donc, moi-même, complètement misérable, j'étais certain que mon genre de job était fait pour avoir une influence positive. Ça en avait jusqu'à une certaine limite. Mais à un moment donné, quand tu as un dirigeant qui dit « Garde, là, ça va faire, là, va t'asseoir et laisse les autres travailler, là, les affaires de s'occuper du monde, là, c'est pas pour ça qu'on te paye. » Je t'interromps 2 secondes pour tous tes auditeurs. Olivier était Scrum Master à l'époque. Je sais que tu vas en avoir dans tes auditeurs qui subissent le même déchirement d'âme qu'Olivier. Ouais. Donc, tu sais, puis pourtant, c'était pas une méchante entreprise, là, du tout. Mais contexte, mes raisons, mais tout ça. T'sais. Donc, à un moment donné, j'ai juste senti quelque chose qui cassait en moi, OK? Puis qui s'est jamais recollé. Puis j'avais Maurice qui était à côté puis qui me disait « Tu vas-tu tolérer ça encore longtemps, toi? » Quelle excuse tu vas me donner la prochaine fois? Fait que, tout ça mis ensemble, ça a fait que, hey, sais-tu quoi? C'est pas quelque chose qui est le fun à dire, là. Mais je m'en foutais de ce qui allait se passer à partir de maintenant. Je vais faire ce que je veux, et au pire, ils me mettront dehors. J'ai jamais eu autant d'impact sur mes collègues et sur leur travail qu'à ce moment-là. Jamais. Au point où, puis tu sais, je veux dire, je faisais pas des affaires épouvantables, là. Je faisais juste, je vais faire ce que je pense, c'est tout. Mon équipe a levé, là, comme j'ai jamais vu.
Et au point où je suis allé voir mon boss, puis j'ai dit, hey, là, regarde, là, clairement, c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Regarde l'impact que ça a, là. On le fait-tu temps plein? Pas pour ça qu'on t'a embauché. Oh. Il aurait pu me montrer à la porte, ça aurait fait pareil, mais c'est ça qui est arrivé. Je suis allé travailler dans une place qui voulait ça, qui voulait quelqu'un qui allait aller au BAT pour que ses équipes puissent être autonomes, puis aller au max de leur potentiel, prendre leurs propres décisions. Puis c'est ça que j'ai vendu. Je vais être le gestionnaire, là. Pas moi qui va prendre les décisions, c'est eux autres. Moi, je vais les guider. Okay? Je vais les amener plus loin professionnellement. Je vais m'assurer qu'ils se développent, là, puis qu'il n'y ait rien, aucun bâton dans leur roue. Puis si c'est ça que tu veux, ben engage-moi parce que c'est ça que tu vas avoir. Puis ça a super bien marché. Pendant 1 an, après cette année-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement inutile de mon équipe. Puis c'est là que je suis allé rejoindre Maurice, qui est avec notre autre partenaire à l'époque, qui prenait des gageurs à savoir quand est-ce que je les rejoindrais. Ça s'est fait pas mal naturellement. Hein. Il n'y a pas eu une offre hey, viens travailler pour nous autres, on te donne temps. C'est dit bon, OK, je pense qu'il est temps que je vous rejoigne. Puis on a arrangé quelque chose. Donc, ouais, je l'ai vécu aussi, passer de victime à pirate. C'est ça qu'on fait avec le monde. Puis dans ce que tu dis, il y a quelque chose sur lequel j'ai goût de rebondir parce que j'écoute vos podcasts. Puis vous parlez de faire attention de ne pas se rendre indispensable. Puis tu sais, toi, dans le fond, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as fait en sorte que ton équipe n'ait plus besoin de toi. Eux, ça les a amenés ailleurs. Puis toi, ça t'a amené ailleurs aussi. Ben, c'est toujours un petit peu utopique, là, dans le sens où il va tout le temps avoir une nouvelle situation où les gens sont pas sûrs puis ils vont vouloir avoir guidés, ils ont besoin de réponses, de clarté, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire en sorte de viser ça. Puis, honnête, quand je suis parti, là, il y en a qui veulent que quand ils partent, ça fasse mal. C'est comme ça qu'ils sentent qu'il est important. Moi, je voulais que quand je pars, ça fasse pas mal. C'est comme ça que j'ai fait une bonne job. C'est vraiment... Fait que les gens, je veux dire, j'ai pas de boss pendant 2 mois, pas de différence, là. Mm-hmm. Je servais à quoi? Je servais pas à m'occuper d'eux autres. Je servais à aller chercher des idées sur comment on pourrait changer le monde du travail, comment faire rayonner l'entreprise. Je faisais pas mal ce que je voulais. J'avais du fun à le faire parce que mon monde était autonome, puis j'avais pas besoin d'être là au jour le jour avec eux autres. Fait que moi, j'étais dans le futur en train de défricher pour l'avenir, tu sais. Ça, c'est une belle place où être comme manager. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, dans ce que effectivement, là, c'est pas mal plus le fun de sentir que tu te fais avancer les choses que de checker ce que le monde fait au quotidien. Oui. Mais aussi, dans ce que tu dis, une chose que j'aime, c'est que tu dis, ben il y en a qui veulent que ça fasse mal quand ils partent. Il y en a d'autres, tu sais, moi, j'aimais mieux sentir que, bon, ben au contraire, j'avais comme fait ce qu'il fallait pour que les gens n'aient pas besoin de moi. Dans votre offre de service sur votre site web, vous dites, je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'est genre, on sera pas là pour longtemps, là. Tu sais, nous autres, on vient, on vous aide, puis après ça, on part. Vous faites quasiment une mise en garde aux clients de dire, c'est-tu parce qu'il y en a qui veulent plus vous lâcher après, puis que... Non, c'est beaucoup de clients. Une entreprise traditionnelle est axée sur le contrôle. Ça inclut le contrôle des consultants. Donc, même si les employés doivent travailler, hein, ils n'ont pas le temps d'être avec nous autres tout le temps. Fait que même si je suis utile juste 1 heure ou 2 par jour, puis encore, des fois, ils voulaient nous avoir pendant 40 heures par semaine pareil, parce qu'il fallait qu'on leur appartienne. Ça ne les dérangeait pas de payer, ils en ont de l'argent. Mais mon temps est plus précieux que leur argent. Donc, on s'est dit, on ne veut pas faire ça. Mais quand tu ne veux pas, ils vont en prendre un autre parce que si tu ne fites pas dans le modèle, il faut qu'on t'aille pour 40 heures par sécurité. Fait que, bullshit. Dès maintenant, c'est ça qu'on va faire. C'est ça. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a beaucoup de coachs, consultants, ils se trouvent un client et c'est leur vache à lait. Je vais rester là le plus longtemps possible parce qu'ils payent cher, même si j'apporte 0 valeur. Hein? Je vais parasiter l'entreprise pour en tirer le plus profit plus longtemps. On ne dit pas que c'est pas tout le temps volontaire même. Hein? Des fois, c'est inconscient qu'on fait ça. Des fois, c'est l'entreprise qui veut. Hein? C'est elle qui veut te garder pendant plusieurs années. Comme ça, c'est la transformation. Je me suis fait dire, moi, là, par des clients, on s'embarque dans une transformation, elle devrait durer 3-4 ans. Comment ça, 3-4 ans? Il n'y a pas grand-chose à changer. Ah, mais tu sais, c'est long, ces affaires-là, Maurice. Ben justement, Maurice, c'est lui qui fait ça, là, parce que c'est sa job, puis il vous dit non, ça ne l'est pas long. C'est pas long comme ça. Il faut bouger. Si c'est pour durer 3-4 ans, c'est parce que tu n'as pas la volonté pour réellement prendre action. Puis si tu ne l'as pas, ben là, tu vas étirer ça jusqu'à temps que tu te rends compte que ça ne marche pas parce que tu n'as pas le résultat que tu veux. Hein?
Fait que c'est ça. Nous, on a pour notre dire que si on reste très, très, très longtemps, c'est parce qu'on ne fait pas une très bonne job. C'est ça. Très intéressant comme perspective. Puis j'ai envie qu'on revienne un peu à, tu sais, tantôt quand on parlait du fait que vous osez beaucoup, vous êtes très abrasif. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui vous écrivent parce qu'ils sont choqués des propos que vous amenez? Est-ce que vous êtes comme tout le temps en train de débattre dans le quotidien? Bon, moi, j'en ai plus qu'Olivier. Mais c'est parce que moi, j'en ai beaucoup d'autres consultants aussi qui s'indignent un petit peu du fait que tout ce qu'on dit dans nos podcasts sont habituellement des choses que les autres ils vont dire après avoir été payés relativement cher. OK. Puis là, je le dis ouvertement. C'est pas l'idée de rébellion, mais souvent, dans les techniques, dans les trucs sur comment s'organiser, sur comment vendre tes idées, ça fait partie de leur offre de service. Nous autres, on le donne gratis. Ah! Fait que ça ne plaît pas à beaucoup de monde, ça. Fait que tu te fais challenger pas tant sur le fait que tu confrontes, mais plus sur le fait que tu donnes gratuitement. Ça aussi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a les deux. Puis, il y a des entreprises aussi qui, en partant, ils nous écoutent parler il y a 2 secondes, puis ils se sentent sauvagement attaqués. Oui. Fait que tout de suite, on ne correspond pas aux bonnes et belles valeurs de l'entreprise où l'harmonie doit passer en premier. L'harmonie, ça veut essentiellement dire tais-toi puis obéis, sinon tu brises l'harmonie. Ouais. C'est un magnifique filtre parce qu'honnête, ils ne nous embaucheraient pas, là. Fait que c'est correct. Mm-hmm. C'est pas grave. Non, c'est ça. Mais il y a des, tu sais, j'ai envie de nuancer puis dire, il y a des organisations où tu peux passer des messages, mais il faut que tu sois prête à comme trouver les bons mots, puis tu sais, c'est plus long, puis c'est plus politique. Fait que tu disais qu'on s'adresse de plus en plus aux employés, Sarah. Ouais. Et dans les employés, il y a aussi des vice-présidents, puis des gestionnaires, puis des directeurs. Tu sais, ça fait partie de ça aussi. Mm-hmm. L'idée, c'est qu'on veut être impossible à ignorer, on va avoir de l'impact, puis on veut que ça bouge vite avec des gens qui vont être prêts à prendre action. Si tu les prends avec des pincettes, tu les rassures dans leur position, puis ils vont prendre le temps d'y réfléchir jusqu'à temps qu'ils l'oublient. Mm-hmm. Puis si tu les bottes là derrière un petit peu, il y en a qui vont le prendre super personnel et qui ne voudront jamais te parler. Puis il y en a qui ne supporteraient pas ça de personne, mais parce que tu oses le faire, là, ils vont t'écouter. Parce que tu es leur égal. Okay? Ils ne peuvent pas juste te balayer de la main. Puis s'ils veulent le faire, nous autres, on leur offre. Si tu ne veux pas m'écouter, je m'en vais. Fait que vous travaillez avec ceux qui sont rendus là, qui sont prêts à prendre action. Oui. Puis parlez donc de votre initiative justement avec les stagiaires, parce que ça, c'est vraiment hot comme approche. Oui. Puis j'avais envie, j'ai écouté votre podcast là-dessus, mais mettons en résumé à peu près, là, d'où c'est parti puis pourquoi. Tu parles de l'embauche ou du programme qui arrive cet automne? Je te parle du programme. L'embauche, c'est cool comme histoire aussi. Tu peux peut-être l'expliquer en amorce, mais vraiment le programme puis ce que vous voulez faire... par la suite. Je vais expliquer l'embauche, Maurice, si tu veux. En gros, c'est assez simple. Hein? On avait besoin d'un petit coup de main, puis on n'est pas encore au point où on peut engager plein de gens. Hein? Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne prend pas un stagiaire? T'sais? On a surtout besoin d'aider avec le contenu web, les montages vidéo, montage audio, tout ça. Puis, moi, j'ai été au cégep Édouard-Montpetit quand j'étais au cégep, puis il y a du multimédia là-bas. Fait qu'on a contacté, puis ils ont été très, très contents de nous envoyer quelques candidats. Puis nous, on s'était dit en avance, hey, des stages gratuits, c'est poche, hein? Il me semble que le monde mérite d'être payé. Fait qu'on s'est dit, on va faire un manifeste où on va dire, dans le fond, les valeurs, comment est-ce qu'on va traiter nos stagiaires à l'avenir, parce qu'on n'avait jamais eu avant. Donc, à partir de maintenant, on va les stagiaires, on va les payer comme ça. On va en faire des pirates. On va s'assurer qu'ils développent leur réseau. Ils vont savoir comment... On va leur montrer comment nous convaincre pour pouvoir développer des arguments. Ils vont être autonomes dans leur travail. On va juste leur dire la valeur qu'on va aller chercher, hein, comme on expliquait tantôt, puis ils pourront faire ce qu'ils veulent pour la livrer du moment qu'ils lisent cette valeur-là, puis cet avantage-là qu'on va aller chercher. Leur horaire est à leur propre volonté. Il y a quelques petites choses impératifs, les meetings, parce qu'on est tous les 3 disponibles. Le reste, ils travaillent quand ils veulent. D'abord, ils font leurs 25 heures. Qui travaillent la nuit, qui travaillent dehors, je m'en fous. Fait que nous, c'est ça qu'on a fait un manifeste qui s'est pas mal promené en ligne. Fait que quand on a vu ça, puis quand on a vu aussi l'amalgame de jeunes allumés, puis vraiment le fun passionné qui, by the way, voulaient tous venir travailler pour GoPirate pour leur stage, et on a fallu qu'on en choisisse une, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi faire là.
Puis on aurait aimé prendre les 8. Ça n'a pas été possible parce qu'on avait une semaine pour trouver quelque chose. Mais on s'est dit, à plus long terme, il y a de quoi à faire. Ça s'est avéré que l'idée des stagiaires, qui était un milieu que je ne connaissais pas vraiment, c'était la partie du casse-tête qui nous manquait. Donc, on peut retourner au Havre pirate dont on parlait tantôt. Mm-hmm. On peut retourner on discutait un peu du comment le modèle économique fonctionne présentement. Là. C'était l'élément qui manquait pour commencer à faire du trouble. Donc, officiellement, notre projet à partir de cet automne, c'est qu'on va prendre des cohortes de jeunes. On va commencer avec le secteur du multimédia. Donc, il y a un paquet de disciplines apparentées là-dedans, parce que c'est quelque chose qu'Olivier et moi, on connaît très, très bien. Donc, puis on va pouvoir varier ça beaucoup plus par après. Ce qu'on veut leur donner, c'est les mettre en cohorte de 5 à 7 jeunes. Donc, c'est la taille d'une équipe recommandée. Okay? Puis de les organiser en agence multimédia auto-organisée et auto-gérée. C'est-à-dire qu'Olivier puis moi, la seule chose qu'on va faire, ça va être les encadrer, puis leur apprendre tous les mêmes genres de soft skills qu'on a amenés en entreprise. Comment convaincre ton boss? Comment identifier la valeur derrière une demande? Comment faire une petite expérience contrôlée pour pouvoir prendre un risque sans miser la compagnie au complet? Donc, ce genre de choses-là. On va aussi les amener une clientèle qui va toute venir du milieu de l'économie sociale parce qu'on veut les exposer à ça. On veut qu'ils rencontrent des gens qui ont des besoins, qui comprennent les besoins de ces organisations-là, mais qui rencontrent des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à une mission pour qu'ils puissent voir comment est-ce que c'est satisfaisant, pour les intéresser à aller vers ce modèle-là. Puis en même temps, pour essayer de réveiller leur flamme entrepreneuriale aussi. Ça n'arrivera pas pour tout le monde, mais ça va arriver pour certains. Un des événements dans ma vie qui m'a défini, ça a été le programme des jeunes entrepreneurs quand j'étais au cégep. Au secondaire, en secondaire 5 en fait. C'était un programme à grandeur du Canada à l'époque où les jeunes se lançaient en affaires puis il y avait une compétition dans toutes les écoles. Okay? Ça m'a marqué énormément. Puis je veux leur donner une expérience un petit peu similaire à ça. Donc là, ils vont avoir l'occasion de travailler avec plein de types de clients différents, avec des problèmes réels, mais tout ce qu'ils vont faire va avoir un impact sur la société. Ça va les engager. Ça, j'aimerais ça juste pour mettre un petit peu un contexte. Là. Ça, c'est comparément à un stage traditionnel où tu te fais donner un peu de job-in que les gens ne veulent pas faire. Quand tu es chanceux ou chanceuse, tu es payé. Puis après ça, tu retournes à l'école puis on dit j'ai fait ça, ça puis ça. C'est tout ce qu'on a fait. Qui est moins intéressant. Donc, ce qu'on veut arriver à faire avec ça, on a plusieurs buts qui sont très, très, très retards parce qu'on est des pirates. Puis quand on est un futuriste social comme moi, on pense en système complexe. Fait qu'on a parlé plus tôt qu'un des grands problèmes qu'on a dans notre société, c'est le modèle économique prédateur qu'on a. Hein? Fait que la façon pour régler beaucoup de nos problèmes, c'est de changer le modèle économique. Change pour ça comme tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par en dessous. On va s'attaquer à la prochaine génération de travailleurs puis leur montrer quelque chose de différent. Rendre quelque chose de différent très attirant. Et puis, tu sais que dans les entreprises d'économie sociale, le taux de succès est à 80 %. Hein? Ah, je ne savais pas. Puis le taux d'échec d'une nouvelle entreprise traditionnelle est à peu près à 80 %. J'avais aucune idée de ça. On a creusé un peu. Parce qu'il y a plus de support, il y a plus d'aide, puis le concept d'entraide plutôt que le concept de compétition est mis en place. Puis il y a le fait que dans une entreprise traditionnelle, souvent tu pars avec un promoteur, puis tu lui demandes, mise tout ton argent, ta vie, ta réputation, puis sacrifie tout. Puis nous, on va essayer de prendre le maximum qu'on peut de toi, sachant très bien que 8 entreprises sur 10 vont manquer, fait qu'on ne se sentira pas coupable de l'avoir fait. Okay? On t'a averti à l'avance. Toute la donne est contre ces entrepreneurs-là, ces jeunes entrepreneurs-là. Fait que ceux qui arrivent à survivre, passer le 5 ans, ils ont été chanceux, ils ont été exceptionnels, ils ont été. Mais ça crée aussi l'idée de, après tout ce que j'ai passé, maintenant, j'ai aucun problème à essentiellement extraire la valeur de tout et partout autour de moi, puis de me l'accumuler dans mes propres poches. J'ai tout risqué, puis j'ai tout donné, ça m'est dû. Si tu pars d'un autre point de vue complètement, où là, c'est un point de vue où tout le monde a envie de contribuer à une cause commune, a envie de donner, puis quand même de faire une bonne vie avec ça, ça change tout le mindset. Donc, avec nos jeunes,
Ce qu'on veut faire, c'est les initier à ça pour en amener certains à vouloir lancer des entreprises d'économie sociale, les autres à vouloir travailler dans ce milieu-là. En même temps, tu sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, hein? Mais voyons. Dans certains secteurs. No kidding, ouais, c'est ça. J'ai jamais entendu parler. Dans certains secteurs, c'est une vraie pénurie. Dans le sens du monde sur le développement informatique, par exemple, c'est vrai qu'il en manque beaucoup. Mais d'un autre côté, la pénurie est accentuée parce qu'ils ne veulent pas d'avoir des juniors. Ils veulent juste avoir des seniors. Bien, s'ils voulaient prendre des juniors, ils n'auraient pas de pénurie. Puis tu regardes dans les autres domaines, plus la job est terrible, mal payée ou avec des conditions terribles, plus la pénurie est grande. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que les gens ne sont pas cons et n'ont pas envie d'aller travailler dans ce genre de merdier-là. Mais jusqu'ici, les gens étaient bien battus puis acceptaient ça. À partir du moment où ils ont eu une autre option, tu sais, ils blâment toute la PCU, ils blâment le chômage, ils blâment tout. On a un trop bon filet social, ça fait que les gens n'ont pas envie de venir travailler. Oui, ça te montre qu'est-ce que, que les problèmes qu'il y avait dans l'organisation pour que les gens choisissent la PCU. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, tu sais, quand ton filet social est plus attirant qu'une job, ta job n'est pas bonne. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises que leur modèle d'affaires est basé sur la misère humaine. Il faut garder une classe de nos gens dans la misère pour pas qu'il y ait assez de choix pour pouvoir choisir de ne pas venir travailler pour eux autres. Fait que ce qu'on veut faire, c'est que ces gens-là apprennent réellement c'est quoi une pénurie de main-d'œuvre. On veut former une génération entière de gens qui vont être capables de le voir tout de suite, qui ont des réactions allergiques à la seconde où ils vont avoir les bons keywords qui vont arriver, puis qui vont voir comment cette entreprise-là est organisée, qui vont voir à quoi consiste la job, puis qui ne voudront pas les prendre. Okay? Ça veut dire que ces entreprises-là vont avoir deux choix. Tu évolues ou tu meurs. Point. Puis on peut dire, on va prendre 2 cohortes de 5 à 7 jeunes par session, puis on va faire 3 sessions dans notre année. Ce n'est pas beaucoup. Mais le modèle est fait pour être exportable. Mm-hmm. On va le faire pour la Montérégie. Puis après ça, via des franchises sociales, on va commencer à se répandre dans les autres régions au Québec et en dehors du Québec. OK? On veut se retrouver partout, créer plein de petits go-pirates complètement indépendants, OK? Qui vont être capables de mettre ce genre de programme-là en place, puis doucement commencer à changer les mentalités. Plus on est, si on attaque toutes les régions de cette façon-là, une fois que ça c'est parti, là, tu peux commencer à te poser la question comment un programme comme ça, on peut l'adapter à une communauté éloignée ou des gens en réinsertion sociale ou à des nouveaux immigrants. T'sais, plutôt que tu as un nouvel immigrant qui arrive, puis malgré tous tes diplômes, tu es pris pour aller passer le balai, si on leur donne ce qu'ils ont besoin puis le support qu'ils ont besoin pour créer le genre d'emploi qu'ils pourraient vouloir avoir ici, tout en contribuant à la société, leur place, ça se fait, l'expérience, ça se gagne vite. C'est pas quelque chose qui est humiliant comme travail ou c'est pas quelque chose qui est abusif non plus. Ils en ont le contrôle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est redonner le pouvoir de l'économie là où elle devrait être, entre les mains des gens, entre les mains des communautés. À ce moment-là, bien, tout l'aspect vraiment prédateur va être de plus en plus mis de côté parce que si on va atteindre un taux d'à peu près 16 % de conscientisation sur le modèle économique d'économie sociale dans la population en général, soit par le nombre d'entreprises qu'il y a, par le fait que les gens sont conscientisés puis c'est ça qu'ils veulent, ou juste en entendre parler, ça prend 16 % de taux de conscientisation pour commencer à bouger fortement ton économie. C'est pas gros, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. La masse critique, là, souvent qu'on dit, il faut que tu convainques ta masse critique, puis après. Mais moi, je suis une éternelle optimiste, puis tout ça, puis je sais que vous aussi, là, vous êtes quand même très optimiste, puis positif derrière les gros mots. Vous trouvez pas que on est déjà. Je dis pas que le chemin est fait, puis au contraire, je trouve que l'initiative est géniale, mais vous trouvez pas qu'on est déjà en train de changer, puis que les organisations se transforment, puis que ça résonne de plus en plus, le côté impact social. Vas-y. Moi, ce que j'ai vu dans les entreprises, puis j'ai fait au-dessus d'une centaine d'entreprises comme employé, bien comme consultant. Okay? J'ai pratiquement toujours travaillé à contrat toute ma vie. Ce que j'ai vu, c'est des entreprises qui adoptent le langage, puis certaines qui vont s'adopter d'un organe d'intervention sociale. Ils vont prendre une cause quelconque, puis ils vont donner de l'argent à cette cause-là parce que c'est déductible d'impôt.
Okay? Ils n'ont pas réellement une mission sociale. Ils ont une façon pour sauver de l'impôt. Il y a une différence entre les deux. Ça veut dire que je peux dire que moi, dans mon entreprise, je veux m'assurer du bien-être des personnes âgées, puis je vais faire quelque chose pour amener de l'animation dans les centres de retraite, par exemple. Mm-hmm. Puis mon entreprise, c'est de vendre des assurances à des personnes âgées qui sont beaucoup trop grandes puis beaucoup trop coûteuses pour ce qu'ils devraient se permettre. OK? Ben, ma conscience est tranquille. J'envoie des clowns pour les occuper. Ça, puis j'exagère un peu, mais à peine. Ça, ce sont des choses qu'on a vues tellement souvent. Okay? Aujourd'hui, avec tous les médias sociaux, on vit dans un monde où le paraître est extrêmement important. Fait que les entreprises se donnent une belle parure, mais le fond, il n'a pas changé. Ce qu'on veut faire, c'est changer le fond, des vraies actions concrètes. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis il y a plein de pionniers qui ont été là avant nous autres. Oui. Ce qu'on veut faire, c'est les supporter. Hein? Premièrement, on va leur amener une main-d'œuvre qui va être conscientisée à leur réalité, qui vont avoir appris à adapter leurs services à leurs besoins à eux, puis qui vont vouloir les supporter. Puis en même temps, tout le travail qu'ils ont fait pour faire connaître ce mouvement-là, on va s'arranger pour l'amplifier. Plus il y a de gens qui sont au courant parce qu'on en parle ou parce qu'on le vit, hein, ce sont les deux façons. On peut le médiatiser, ce qu'on va essayer de faire, parce que Go Pirate et deux gros dos de barbus habillés en pirate, ça attire l'attention. Hein? J'en doute pas une seconde. C'est une grande force, là, par exemple. T'sais, on s'entend, là, c'est positif. C'est plus facile d'attirer l'attention puis de faire entendre un message quand on se démarque. Fait que j'imagine que c'est tout réfléchi, comme on parlait. Ouais. C'est réfléchi, mais notre mauvaise attitude en fait partie aussi. Parce que si on disait juste des choses gentilles puis fines, on ne se distinguerait pas vraiment. Là, on choque, puis en même temps, beaucoup de gens nous prennent pas au sérieux. En fait, les gens contre qui on se bat nous prennent absolument pas au sérieux. Ce qui est parfait parce qu'ils ne nous voient pas venir. On est capable de faire des ravages sans nécessairement se faire arrêter. Puis, ça fait toute partie du concept, là. Ça fait que parce qu'on attire l'attention, parce qu'on est drôle, les gens ont envie de... Qui est-ce qui va écouter un podcast sur le monde du travail puis qu'est-ce que tu devrais faire pour être plus engagé puis plus productif à ton travail? Personne! Mais deux gros barbus qui chialent, habillés en pirates puis qui font des jokes puis qui s'amusent, ça, les gens sont intéressés. Puis ils apprennent. Fait que tu commences à faire « ha 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 », ils rient de nous autres, puis ça, ils rient avec nous autres, après ça, ils rient plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et tu sais, c'est aussi... Tu sais, on dit tout le temps, il faut être impossible à ignorer, puis on montre ça aux gens aussi, hein, qu'on accompagne, là, de s'approprier leur message, puis le narratif de leur message, puis tout ça. Mais tu sais, essayer de plaire à tout le monde, là, il faut que tu en sacrifies des valeurs pour réussir à faire ça. On a fait un épisode là-dessus, Maurice, hein? Là, des fois on se bullshit nous-mêmes, puis qu'on pile sur nos valeurs pour plaire. Puis on n'est pas content quand on fait ça, parce qu'on le sait qu'on se met à nous, pas aux autres. Fait que, tu sais, vouloir plaire à tout le monde, c'est essentiellement diluer ton message de manière assez intense pour que ça ne choque pas. Et si ça ne choque pas, qui c'est qui va nous remarquer? Si tu as le même discours que tous tes voisins, l'idée, c'est tu ne peux pas te démarquer en mettant une peau de mouton, en allant d'un troupeau et en faisant « ben ». C'est pour ça qu'on fait le loup, nous autres. Un petit peu. Effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr, ça me challenge parce que des fois, moi, j'ai l'impression, en toute transparence, de diluer mon discours pour être capable de faire passer des messages chez mes clients. Parce que sinon, je veux dire, j'aurais pas le mandat puis je leur ferais pas faire de chemin. Puis c'est des choses auxquelles je réfléchis souvent. Tu sais, puis en me partant en affaires, je me demandais ça. Tu sais, je peux-tu vraiment avoir de l'impact en étant en affaires? Mais j'ai l'impression que la réponse est peut-être un peu dans les deux, là, tu sais, dans le sens que ça prend du monde comme vous qui change vraiment les choses puis qui ont une approche plus de front. Puis j'ai l'impression que ça prend quand même des gens plus nuancés pour accompagner les organisations. Mais je sais pas. T'as pas l'air d'accord? J'ai passé ma carrière à aménager mon message, à pas frustrer personne. Puis j'ai vu l'impact que j'avais. Okay? C'est plus facile avoir une entreprise de service conseil quand ton but n'est pas avoir de l'impact, quand ton but est juste d'accompagner les gens puis de les facturer à la fin du mois. Je dis pas que c'est ça que tu fais. Ça fait ouch, ça fait mal un peu. Non, c'est pas vraiment ça, mais je comprends ce que tu dis.
c'est ça que je fais, c'est du tough love. À partir puis ça a été super difficile pour moi de sortir de ce positionnement-là. Tu sais, j'ai étudié en histoire où on se bat à coups de papier dans les journaux, mais si ça donne que tu ne fais pas la bonne chose ou que tu ne dis pas la bonne chose, tu es discrédité, ta carrière, elle est finie. Puis j'ai été élevé comme ça. Là. Fait que sortir de ça, puis de reprendre le contrôle de mon narratif, la seule unique façon que ça a été faisable, c'est en poussant la limite jusqu'au maximum. Il faut que ça en vienne pas juste un peu différent. Il faut que tu sois tellement drastiquement différent que les gens n'ont pas le choix de te porter attention. Puis là, tu es capable de passer ton message. Ça me fait penser à ton Warsuit, Maurice. Oui, bien, pendant longtemps, j'avais complet avec cravate, puis c'est comme ça que j'allais travailler. En fait, si tu voulais avoir le mandat, il fallait que tu aies l'air professionnel. Fait que je sortais cet habit-là juste pour les rencontres de sélection. Puis après ça, je le remettais au garde-robe. Puis j'allais travailler en chemise, comme je suis pas mal tout le temps. Pas celle-là, mais... Pour les auditeurs, là, tu t'es habillé en full pirate. Là. Moi, j'ai vraiment... j'ai la totale, là. Avec ton chapeau. J'étais quasiment déçue qu'on filme pas. Mais voilà. On invite les gens à aller voir votre LinkedIn pour voir ça. De toute façon, ils vous connaissent sûrement déjà, comme vous êtes sûrement déjà connus. Mais tu sais, l'idée, c'est que mon fameux Warsuit, j'ai fini par le détester. À chaque fois que j'avais à le sortir de mon garde-robe, j'avais l'impression de me prostituer. Là. Ah ouais? Et j'aurais pu y aller en petite jupe courte et puis en talons hauts pour essayer d'avoir la job. Puis... je me serais peut-être senti un peu mieux parce que j'aurais été ridicule à ce moment-là. Là. Vous imaginez vraiment dans le talon haut. Mais le fait, c'est que c'était ça, c'est que c'était pas moi. Il fallait que je sois quelqu'un d'autre pour me conformer aux attentes de la personne qui allait m'embaucher. Après ça, comment est-ce que tu peux, en relativement peu de temps, encore une fois, parce que je ne l'ai pas passé des années là, réussir à les convaincre de faire quelque chose de drastique? Puis par drastique, je ne dis pas tout changer en même temps. Je dis faire confiance à une petite expérience contrôlée. Croyez pas que ce que j'amène, c'est la vérité. En partant, c'est pas une affaire qu'un consultant va avoir tendance à dire. Là. Il t'embauche parce que tu as raison, puis tu sais comment. Puis moi, je le dis. Mais même des fois, le client veut que tu te commettes, puis c'est comme, je veux pas que tu me donnes 3 options, je veux que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu ferais. C'est souvent dur de sortir de ces modèles-là. Là. Puis moi, ce que je lui fais comprendre, c'est les personnes qui ont les solutions à toutes, là, c'est les plus dangereuses que tu vas rencontrer pour toi. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire une étude comme il faut. Bien, quand ils vont le faire, elle va être super longue pour être sûr de tout comprendre, puis ton contexte, il va avoir changé 4 fois le temps que l'étude soit finie. Mais sinon, ils vont y aller avec ce qu'ils connaissent, avec leur expérience, avec leur expertise, qui est correct, mais qui ne correspond pas nécessairement à ta réalité. Aussi bien, en partant, dire, écoute, j'ai un bagage avec moi, j'ai une boîte à outils avec moi, ton contexte, je le connais juste à moitié, mais tes gens, eux autres, le contexte. On va travailler tes gens le connaissent, on va travailler ensemble, puis on va figurer. Je n'ai pas tes réponses. On va faire des expériences, puis d'abord trouver ce qui ne casse pas. Puis après ça, bâtir à partir de ça pour aller jusqu'où est-ce que tu vas aller. C'est beaucoup plus sécure. On prend des risques tout le temps, mais c'est des risques qui sont contrôlés. Puis on va pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement comme ça. Puis pas juste moi, là. C'est pas moi qui va faire le travail. Je refuse de travailler en tant que consultant. Là, juste pour faire du trouble. Bien, tout ce que j'ai, toute ma boîte à outils, je la passe à la compagnie. Je la passe aux employés. Je les apprends à les maîtriser. Et que c'est eux autres qui vont faire tout ce changement-là. Après ça, le changement, il leur appartient. Je n'ai pas besoin d'avoir à convaincre personne que c'est la bonne direction où aller. C'est eux autres qui vont me dire où est-ce qu'on va aller. C'est sûr qu'on va pratiquement toujours se retrouver là où je sais qu'on s'en va. Mais ça vient d'eux autres, pas de moi. C'est à eux autres ce changement-là. Puis quand je vais être parti, il va être maintenu. À moins, naturellement, que tu as un nouveau boss qui arrive et qui dit du jour au lendemain, non, vous me défaites tout ça, puis on revient à ce que c'était avant. Puis ça, c'est un des avertissements qu'on leur donne dès le départ. Quand nos employés ont goûté à faire cette transformation-là eux-mêmes, quand ils ont développé leur autonomie, quand ils ont développé la capacité à avoir un impact positif sur l'organisation, si vous leur enlevez ça, vous les perdez. Et je me suis développé une réputation d'un gars qui vidait des places. Ah ouais? Pas de ma faute. Je m'en vais, puis après ça, tu as un nouveau boss qui rentre où il arrive un moment plus difficile, puis le boss panique un petit peu, puis dit « Je veux reprendre tout mon contrôle. » Bien, les employés font « Non, on ne retourne pas à ça, nous autres. Fini. » Mais il n'y a pas justement un accompagnement à avoir au capitaine ou au gestionnaire de dire... Oui, c'est ça qu'on essaye tout le temps.
souvent, eux autres n'en ont pas besoin. Du moins, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ou ils n'en veulent pas. Ou ils t'embauchent pour « j'ai une équipe dans le fond là-bas là, que je veux qu'elle devienne agile ou que je veux que si, ça. » Mais ils ne sont pas prêts à créer le contexte autour. Ils ne sont pas prêts à eux-mêmes apprendre. À partir du moment où tes patrons commencent à apprendre, puis apprendre, c'est facile. Là. C'est une question de développer le bon langage. Et on parle de valeur tout le temps. C'est une des premières choses qu'on enseigne à tout le monde. Parler par la valeur. Dis ce que tu veux que ça fasse en termes d'impact dans ton organisation. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin d'avoir à trouver qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait. Fais juste dire c'est quoi ton problème. Puis les experts vont te proposer des solutions. Tu peux les laisser toutes décider, tu peux demander ce qui t'amène des choix. Ils vont te proposer des solutions avec la justification en arrière. Choisis qu'est-ce que tu veux. Ça enlève une pression en même temps sur les épaules. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Quand on demande souvent aux équipes de décider ou de trouver des solutions, ça enlève un poids énorme parce que les gestionnaires, souvent, traditionnellement, se mettent le poids de dire, il faut que je contrôle, mais il faut aussi que j'aie des solutions à toutes, les réponses à toutes. Alors que j'imagine que ça l'ouvre. Moi, ce que je dis aux gestionnaires, c'est que tu peux prendre toutes les décisions si tu veux. Tu as juste un requis avec ça. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne peux pas te tromper. Il faut que tes décisions soient parfaites tout le temps. Sinon, c'est ta tête qui roule. Il y en a bien qui l'ont déjà vécu. Là. Une des raisons pour lesquelles tant de gestionnaires font des burn-out, c'est ça. Toute la pression est mise sur eux autres. À partir du moment où l'autorité, la responsabilité puis l'imputabilité sont mis à des personnes différentes, OK? Ton gestionnaire, souvent, tu en as un sur le lot qui, lui, va se gagner avec l'imputabilité. Fait que il va devoir mettre en application les décisions qu'il n'a pas prises sur du travail qu'il n'a pas fait. Puis c'est sa tête qui roule si ça donne que le match n'était pas parfait. Là. Ça, ce sont des problèmes qu'on vise à changer assez rapidement. Les gestionnaires qui sont souvent dans ces rôles-là, les rôles d'imputabilité plutôt que les rôles d'autorité, là, vont être les premiers alliés qu'on a. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une position qui est dangereuse. Puis souvent, eux, en tant qu'individus, n'ont pas toute l'expertise que leur équipe technique a là. Ou des fois, même si l'équipe n'est pas technique, juste le fait d'être en contact sur les lignes de front là, avec les clients, avec la réalité, c'est difficile de prendre les bonnes décisions tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir à les prendre. En tant que gestionnaire, gère ton système, puis les gens qui sont dans ton système, qui sont tes experts, que tu as embauchés parce qu'ils sont des experts, laisse-les être des experts. C'est très bien dit, puis j'ai envie de vous relancer sur votre modèle à vous, parce que là, depuis tantôt, on parle de différentes façons de redonner le pouvoir aux gens, d'outiller les gens. Là, vous parlez des gestionnaires, mais aussi des employés, tout ça. Dans votre modèle, qui est non seulement un OBNL, il y a ça, il y a le pouvoir à votre communauté, tu sais, dans le sens, je pense au Patreon, entre autres, pour votre podcast, je pense à votre modèle de crowdfunding pour le livre. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis sur l'importance que vous accordez à vous-même, vous soumettre, j'ai envie de dire, aux besoins de la communauté que vous avez créée. Écoute, ça, c'est effectivement, le livre, c'était un bon moyen. Ça regroupe pas mal tout ça. Ça fait un bon moment que moi et Maurice, on veut écrire des livres. Hein? Moi, je n'ai commencé un, j'ai commencé 2 fois. Maurice, il en a commencé plusieurs fois. Honnête, c'est tout le temps une question. Là, il faut qu'on trouve des mandats, il faut qu'on travaille, il faut qu'on mange, fait que pas le temps. Quand on est lancé GoPirate, puis qu'on est devenu un OBNL, et donc que c'est l'OBNL, GoPirate appartient à ses membres maintenant, les membres ont un droit de parole sur les priorités de ce qu'on fait, puis ils peuvent voter aussi sur des projets. Ça fait partie des avantages d'être un membre de GoPirate, qui n'est pas très, très dispendieux. Là. Et quand on a regardé les orientations qu'on avait, le livre a été extrêmement populaire, pas juste chez les membres, mais aussi dans le CA. Parce qu'ils se sont dit, ça va vous donner d'abord, une notoriété, une crédibilité, pas qu'on n'avait pas, mais c'est quelque chose de plus qu'un podcast, hein, puis qu'une chaîne YouTube. Ça va vous permettre de rejoindre un public sur un autre médium que vous ne maîtrisez pas du tout. Puis, nous, en plus, on a vu une opportunité à ce moment-là de vraiment se mettre au service de nos fans, notre public, de notre réseau essentiellement. Parce que nous, on s'est décidé de faire. On le sait-tu, nous autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Un petit peu comme Maurice dit, là.
Pas parce qu'on est deux pirates, consultants, dirigeants de BNL, qu'on sait qu'est-ce que les gens ont besoin. Fait qu'on a profité pour mettre, comment est-ce qu'on dit ça? Put your money where the mouth is. Là, hein? On a profité pour walk the talk, essentiellement. On demandait à nos membres, vous voulez quoi comme livre? Fait qu'ils ont composé le livre avec un éventail de sujets qu'on avait proposés. Ils ont choisi les sujets qui étaient plus importants pour eux. Donc, on a réduit ça à 5 chapitres. Là, avec notre campagne de sociofinancement qui est finie bientôt, mais on peut quand même encore acheter le livre. Hein? Fait que très, très facile. Si vous ne savez pas comment, c'est sur notre site, puis c'est sur LinkedIn, on en parle souvent. Le livre, on a dépassé notre objectif initial, puis on a atteint aussi un stretch goal, hein, un objectif supplémentaire. Ce qui fait qu'on va être capable, avec ce montant-là, de se payer un chapitre additionnel. Donc, tout le montant, vu qu'on est un OBNL, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui va dans nos poches. En fait, on a probablement déboursé plus que ça va nous rapporter. Mais ce livre-là va permettre de payer une rédactrice qui va faire une meilleure job de vider notre cerveau puis de transcrire ça en quelque chose de compréhensible pour les gens. Tout ce qui vient avec le livre, hein, l'impression, l'infographie et tout ça. Puis si jamais il y a des surplus, ça va être investi dans le prochain livre ou dans d'autres projets. Donc, et puis, ça a été... J'ai été vraiment impressionné parce que nous, on n'avait jamais fait ça, du sociofinancement. On a fait ça sur un coin de table, en un week-end, pas préparé, rien d'annoncé. On l'a dit un petit peu, il y a un livre qui s'en vient, checker ça. Puis, une semaine, on avait atteint notre objectif. On est vraiment tombé sur le derrière. Il faut croire que notre modèle, on donne, puis on donne. Puis, quand on a besoin, le monde est là. Ça a l'air de marcher. Fait qu'on est bien content de ça. C'est encore pour eux autres. Pour te dire à quel point nos membres ont eu une influence sur le contenu du livre, je les ai proposé une quinzaine de chapitres différents, puis au total, une cinquantaine de sujets pour le contenu de ces chapitres-là. Ça a été réduit à 5 chapitres, puis 4-5 sujets par chapitre. OK. Fait qu'on a assez de matériel. En théorie, là, c'est pas tout dicté encore, mais il y a assez de matériel pour faire au moins un deuxième livre si ce n'est pas un troisième. Oh oui, facile. Et là, c'est vraiment ce qu'eux nous ont demandé, qui n'ont pas été entièrement dans la direction que moi j'aurais pris, mais c'est quelque chose qui va leur être utile. Donc, c'est parfait, ça. Oui. Mais c'est ça, parce que le bout qu'on parle pas, tu sais, là, on parle, OK, vous êtes un OBNL, tout ça, c'est super le fun, c'est sharp, votre communauté est là, mais il y a quand même le deuil, j'ai envie de dire, de prendre des décisions. Tu sais, vous êtes là, c'est comme à partir du moment où on décide de se soumettre à la communauté, il faut être prêt, en fait, à ce qu'on décide aussi en équipe. C'est plus juste Maurice et Olivier qui décident qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, c'est qu'est-ce que la communauté veut, a besoin, où est-ce qu'on s'en va. Puis est-ce que ça a été un deuil ou ça faisait tellement de sens avec qui vous êtes puis votre modèle que ça s'est fait naturellement? Je dirais que ça s'est fait naturellement, mais ça n'a pas été... On n'a pas eu bien de conflit de valeurs avec ça, Maurice, jusqu'à maintenant. Les membres veulent exactement... Non, parce qu'on est bon pour vendre nos idées. On est bon pour vendre nos idées. On leur montre à vendre des idées, mais aussi, ce qui nous fait triper, c'est aussi ce qui les fait triper. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de conflits de « Ah, vous ne devriez pas faire ça », etc. T'sais. Puis aussi, il ne faut pas oublier, on va faire des appels aux membres sur les sujets qui leur touchent, eux, spécialement. T'sais. On ne va pas demander aux membres pour les trucs opérationnels de tous les jours. Là. Ça, on s'en charge. Là. Je suis directeur général, pas pour rien. On prend ces décisions-là. Puis si il n'y en a pas certains, on va demander à notre CA aussi. C'est ça. Puis notre CA nous a dit non pour certaines choses. Là. Pour des projets qu'on leur a proposés, on s'est fait dire, vous n'êtes pas prêts. Il y a du travail à refaire. Fait que ça, c'est correct. Ouais. Est-ce que ça nous a aidé à amener où est-ce qu'on est là? Parce que le sujet qui nous ont viré de bord pour, on vient de le réintégrer dans ce qu'on fait maintenant. Mais maintenant, ça fait partie d'un tout qui est beaucoup plus grand. Là. Ouais. Notre idée d'être décentralisé, puis que ce soit la communauté qui règne toute, à partir du moment où on va commencer à faire nos franchises sociales, ce modèle-là, il ne change pas. Nous, on va créer GoPirate International, qui est une coop, okay, qui va chapeauter tout le reste. Donc, il n'est pas en contrôle du reste. Là, okay? C'est juste un endroit où on va être capable de faire une innovation qui va être commune pour tout le monde. Donc, il y a des projets comme notre projet d'Académie Pirate là, pour les stagiaires. On va en créer d'autres. Comme ça, on va les adapter pour d'autres milieux. Mais ça va être dans les ressources collectives. N'importe quel des chapitres de GoPirate va être capable de l'épuiser ça.
tous les chapitres vont voter sur vers quoi on devrait se pencher plus qu'autre chose. Puis en même temps, une partie des surplus de chacun des chapitres va être ramenée à GoPirate International pour créer un fonds collectif. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un nouveau projet à vouloir faire, une nouvelle entreprise à vouloir aider, soutenir ou pousser, ben l'ensemble de la communauté, peu importe où est-ce qu'il y a le chapitre, va avoir son vote, puis il va pouvoir faire des propositions. Puis en groupe, on va décider où est-ce que cet argent-là va. Donc, c'est vraiment fait pour... Il faut qu'Olivier puis moi, en fait, on soit plus nécessaire. C'est ça qui est notre but. Puis, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que j'ai toujours tendance à être en charge de tellement de choses. Mais d'un autre côté, plus tu es en charge, plus tu as des responsabilités qui t'empêchent de faire nécessairement ce que tu fais de mieux. Puis moi, je suis un visionnaire et puis un créateur. Fait que plus ça va, plus ma fonction, c'est d'imaginer des nouveaux systèmes, puis de les proposer, puis de voir qu'est-ce qu'il y a de l'attraction. Puis, donc, pour ça, il faut que le système soit capable de se gérer lui-même. Puis, on veut qu'il soit indestructible. À partir du moment où c'est ta communauté qui décide, ta communauté est en charge, est en puissance. À partir du moment où le modèle de GoPirate vers lequel on s'en va est complètement décentralisé, s'il y a une branche qui meurt en quelque part, c'est pas grave. Il y en a une autre qui va sortir ailleurs. Il y en a déjà d'autres qui sont en place. Il n'y a rien qui peut arrêter un modèle comme ça. Là. C'est un modèle viral. Oui, bien, est-ce que vous connaissez Extinction Rebellion? Oui. Ben, c'est ça, c'est un peu ça leur modèle aussi. Là. Tu sais, c'est décentralisé, puis il y a de l'entraide entre les différents... Toi, tu dis des chapitres, là, mais c'est ça, des différentes branches, mettons. C'est ça. C'est le modèle des organisations terroristes. On ne se mentira pas, là. Le concept de modèle de grande organisation complètement décentralisée avec des cellules complètement autonomes. Moi, j'ai rencontré ça dans un roman de science-fiction qui a été écrit dans les années 50 qui s'appelle The Moon is a Harsh Mistress, où essentiellement, c'est ça qu'ils font. Ils montent une révolution puis ils utilisent le modèle des cellules de terroristes pour s'organiser. Puis j'ai trouvé le modèle tellement génial parce que c'est un modèle qui ne peut pas être corrompu. Pour être corrompu, ça prend une autorité centralisée. Puis là, tu n'en as pas. Ça ne peut pas exister. À ce moment-là, tout ce que tu as, c'est d'avoir les valeurs de base qui vont être créées à des endroits. Puis si tu as une branche qui devient corrompue, les autres branches vont juste l'élaguer. Mais j'imagine qu'il faut que ton modèle de base soit assez fort, assez solide. Il faut que tu grindes assez ta communauté de base pour que ça parte sur des bonnes bases avant de trop le monter ou t'as l'air de... Non? Tu commences avec un petit, puis tu essayes. Des petites expériences contrôlées tout le temps. Si c'est basé sur monter le modèle parfait en partant, on va se tromper parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas vues, des systèmes complexes. Il n'y a pas un être humain qui est capable d'entièrement concevoir tout un système complexe. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne c'est quel levier on veut pouvoir tirer, c'est quoi les limites qu'on est prêt à se mettre, puis qu'on joue avec ça, puis on ajuste pendant les premiers temps. Puis on va trouver le modèle qui fonctionne le mieux, puis on va pouvoir l'essayer, puis en même temps en laissant une place au modèle pour qu'il puisse évoluer. S'il y a des meilleures idées qui sortent, que là, ces meilleures idées-là vont pouvoir être mises à un endroit, testées, tout le monde va regarder comment est-ce que ça fonctionne. Puis ceux qui vont aimer ça vont commencer à adopter ça eux autres aussi. On n'aura pas le contrôle sur ces chapitres-là. Oui, sinon c'est plus décentralisé. Si tu commences à demander aux gens de rendre des comptes puis de passer par des mécanismes de décision. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Les gars, tu sais, je trouve ça vraiment le fun de vous suivre. J'aime voir aussi comment vous êtes, tu sais, ça va être quétaine, là, mais agile, tu sais, je vois que vous retournez de bord, vous essayez des affaires, vous demandez aux gens, vous n'avez pas peur de brasser la cage, comme vous dites. Fait qu'en tout cas, je veux vous dire bravo pour ça, puis vous remercier aussi, évidemment, d'être venu sur le podcast de la talenterie pour parler de vos idées, votre vision, votre modèle. Je vais inviter les gens à vous suivre aussi. Fait que là, il y a une couple d'affaires quand même parce que vous êtes très présents. C'est ça. Vous commencez déjà votre modèle terroriste. Fait que vous êtes sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast aussi. Fait que vous avez des vidéos, vous avez un blog qui est super puis qui vaut vraiment le détour. J'invite les gens à y aller. Il y a possibilité de devenir membre de GoPirate, comme vous l'avez dit. Il y a le crowdsourcing pour le livre qui est encore en vigueur, ou en tout cas que c'est possible de... On peut acheter le livre, mais on peut plus... en fait, on peut acheter le livre, puis
La campagne est terminée, on ne rajoutera pas d'autres chapitres à partir de maintenant, mais c'est possible d'acheter le livre encore. Donc, je vais mettre le lien vers ça. Vous pouvez aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est possible de devenir un patron, un Patreon du podcast, donc de faire partie du modèle de décision. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'être membre ou c'est deux. Oui. Ah, c'est la même chose. Ça fait partie du membership. On utilise Patreon pour gérer nos membres, simplement. OK, bon. Donc, c'est une décision à prendre et non deux. Tu vois, encore plus facile. Puis sinon, y a-t-il d'autres choses? On va inviter les gens à vous suivre individuellement sur LinkedIn puis sur tous les réseaux sociaux parce que vous publiez souvent des réflexions, du contenu. Oui, sur LinkedIn, moi, Olivier, puis GoPirate, nos comptes sont presque liés. Donc, si ça sort sur un, ça risque de se retrouver sur les autres. On a une page Facebook qu'on n'utilise pas assez pour GoPirate, mais au moins, tous les nouveaux épisodes sont là. On a un compte Twitter qu'il faut qu'on commence à faire quelque chose avec. On a nouvellement un compte Instagram où on essaie d'aller dans une direction un peu différente de ce qu'on fait ailleurs. Ah, je vais aller regarder ça parce qu'Instagram, là, c'est pas facile. Non, mais sur Instagram, on s'amuse puis on met des affaires qui nous font rire et qui nous font rager et qui sont un petit peu moins sérieux. Fait que c'est le fun. Êtes-vous sur TikTok? Parce qu'on dirait que je vous verrais sur TikTok faire des vidéos en pirate. On considère depuis longtemps, juste que ben là, comme tu peux voir, on s'éparpille beaucoup, mais on a la misère à garder un focus. Mais à partir du moment où ça sera lancé, ce projet-là, ça sera un mandat pour votre agence de stagiaires multimédia dans le futur. Puis on va continuer d'ailleurs à suivre ce projet-là. Merci vraiment d'être venu avec vos idées nouvelles, vos couleurs. C'était vraiment hot. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine, les gars. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Merci. Bye bye.